Christophe signa la dernière page du jugement de divorce avec un geste théâtral, faisant glisser le lourd stylo St. Dupont sur la table en acajou avec la satisfaction vaniteuse d'un homme qui venait de se débarrasser d'une montre cassée. Il pensait laisser Léa sans rien, avec un modeste chèque d'indemnité pour 5 années de mariage, et un simple billet de train pour retourner à la vie paisible et insignifiante d'où elle venait. Il était persuadé qu'elle s'effondrerait sans son salaire d'investisseur en capital risque et ses entrées dans les cercles privés de la capitale. Il se trompait lourdement. 6 mois plus tard, debout sur un tarmac glacial aux côtés de milliardaires incapables d'acheter leur salut face à une tempête de neige, Christophe allait contempler l'atterrissage d'un Dassault Falcon 10X d'une valeur de 75 millions d'euros. Et réaliserait avec une clarté foudroyante la véritable identité de celle qu'il venait de jeter aux ordures. Le divorce fut prononcé par un mardi pluvieux d'octobre. Les bureaux du cabinet Sterling, Dupont et Associés, où Christophe venait d'être nommé associé junior, embaumaient le cuir hors de prix et l'ambition rance. Léa était assise en face de lui, la posture parfaitement droite, vêtue de ce simple trench coat beige que Christophe avait toujours critiqué pour son allure trop banale. « Je me montre plus que généreux, Léa », lança Christophe en tapotant le cadran de sa Rolex. 50 000 euros. Tu pourras te prendre un bel appartement en banlieue. Peut-être même lancer cette petite activité de rédactrice freelance dont tu m'as toujours parlé. Léa baissa les yeux vers le chèque. C'était une somme dérisoire comparée au portefeuille de plusieurs millions d'euros que Christophe avait discrètement amassé durant leur mariage, dont une grande partie avait été habilement dissimulée dans des trusts offshore avec l'aide de sa nouvelle fiancée, Inès Delaroche. Inès était la fille d'un redoutable magnate de l'immobilier, une femme qui portait ses tailleurs Chanel comme une armure et qui affichait un mépris souverain pour quiconque ne possédait pas une carte Centurion noire. Pour Christophe, Inès représentait une ascension inespérée. Léa n'avait été qu'une épouse de transition. « Es-tu certain que c'est ce que tu souhaites, Christophe » demanda Léa, d'une voix d'un calme troublant. Il n'y eut ni larmes, ni supplication. Cela le déstabilisa brièvement, mais son ego surdimensionné eut vite fait d'étouffer ce doute. « Ce ne sont que les affaires, Léa. Tu es une gentille fille, mais j'entre désormais dans une toute autre sphère de la société. J'ai besoin d'une partenaire qui maîtrise les codes des conseils d'administration, des galas de charité parisiens et de la gestion de patrimoine. Toi et bien. Tu préfères le jardinage et la lecture. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. » Il s'attendait à la voir se briser en 1000 morceaux. Au lieu de cela, Léa saisit le lourd stylo plume, un cadeau qu'elle lui avait offert pour son 30e anniversaire, et apposa sa signature sur la ligne pointillée. Léa de Beaumont, et non plus Léa Sterling. Elle ne s'était pas battue pour le somptueux triplex du Triangle d'Or. Elle n'avait pas réclamé la villa de vacances au Cap Ferret. Elle tendit simplement les documents à son avocat suffisant, se leva et posa sur Christophe un regard indéchiffrable. Cela ressemblait étrangement à de la pitié. « Adieu, Christophe » murmura-t-elle doucement. Elle quitta la salle de conférence aux parois de verre, laissant le chèque de 50 000 euros bien en évidence sur l'acajou. Christophe ricana et empocha le chèque. L'orgueil, marmonna-t-il à son avocat. Elle m'appellera d'ici la fin de la semaine quand elle réalisera qu'elle ne peut pas payer son loyer. Mais la fin de la semaine arriva et s'écoula. Les semaines se muèrent en mois. Le numéro de Léa ne fut plus attribué. Sa présence déjà discrète sur les réseaux sociaux s'évapora purement et simplement. Christophe se jeta à corps perdu dans sa nouvelle vie mondaine avec Inès, assistant aux galas les plus courus, serrant les bonnes mains, et dépensant un argent qu'il ne possédait pas techniquement afin de maintenir le train de vie extravagant de la famille Delaroche. Il se noyait sous les dettes, utilisant ses parts d'associés comme garantie pour s'offrir un yacht Riva, dans le seul but d'impressionner le père d'Inès, Bernard Delaroche. Mais dans l'esprit de Christophe, ce n'était qu'un investissement calculé. Une fois marié à Inès, le fonds de placement de cette dernière effacerait son ardoise. Il avait triomphé. Léa n'était plus qu'un souvenir lointain et insignifiant. 4 mois plus tard, l'élite de la finance mondiale convergea vers Courchevel 1850 pour le sommet économique annuel. C'était le terrain de jeu par excellence des ultra-riches, un lieu où des fusions à plusieurs milliards se scellaient autour de verres de cognac Louis XIII au bar de l'hôtel Cheval Blanc. Christophe était désespéré à l'idée de faire bonne impression. Bernard Delaroche lui avait glissé qu'un siège au conseil d'administration du groupe Delaroche lui serait garanti s'il parvenait à conclure un accord crucial avec un conglomérat technologique européen très secret. Durant ce sommet, Christophe et Inès firent leur entrée dans le salon VIP du palace, drapé dans de la laine de Vigogne et des marques de créateurs,
paradant comme de véritables monarques. La pièce bourdonnait de la présence des titans de l'industrie. Christophe flattait l'ego de deux gestionnaires de fonds spéculatifs lorsqu'Inès agrippa soudainement son bras, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans son pull en cachemire. « Christophe » siffla Inès, la voix dégoulinante de dédain. « C'est bien ton ex-femme » Christophe se figea et suivit le regard d'Inès à travers la pièce bondée. Près des baies vitrées immenses offrant une vue imprenable sur les cimes enneigées, se tenait Léa. Christophe cligna des yeux, persuadé que son esprit lui jouait des tours. Mais c'était bien elle. Pourtant, elle paraissait métamorphosée. La femme modeste et effacée dont il avait divorcé n'existait plus. Léa portait une combinaison de ski fusalbe d'un vert émeraude dont la coupe semblait faite sur mesure. Ses cheveux, autrefois noués à la hâte, retombaient désormais en de parfaites ondulations soyeuses. Elle tenait une flûte de champagne et discutait intensément avec Jean-Pierre Vanguard, l'insaisissable PDG de ce même conglomérat européen que Christophe tentait désespérément de séduire. « Que fait-elle ici » exigea Inès, le visage rouge de colère. « Elle nous a suivis » ? Mon Dieu, Christophe. Fait-elle partie du personnel événementiel ? Dis-moi qu'elle n'est pas serveuse. Ce serait d'une humiliation sans nom. La mâchoire de Christophe se crispa. Elle a dû se faufiler par effraction. Ou peut-être qu'elle travaille comme assistante pour quelqu'un. Ne t'inquiète pas, chérie. Je m'en charge. Bombant le torse, Christophe traversa la pièce d'un pas martial, laissant Inès fulminer près d'une immense sculpture de glace. Il s'approcha de Léa et de Jean-Pierre juste au moment où le milliardaire plus âgé rejetait la tête en arrière dans un éclat de rire tonitruant suite à une remarque de Léa. Léa, l'interrompit Christophe, le ton chargé d'une lourde condescendance. Léa se tourna lentement vers lui, ses yeux froids et d'une sérénité absolue croisant les siens. Christophe. Bonjour. Je ne sais pas comment tu as réussi à t'infiltrer ici, reprit Christophe en baissant la voix pour que Jean-Pierre ne l'entende pas, mais c'est un événement privé réservé aux investisseurs sérieux. Si tu cherches désespérément un emploi, il te suffisait de m'appeler. Tu n'as pas besoin de harceler les invités. Jean-Pierre Vanguard haussa un épais sourcil blanc. Harceler ? Monsieur Sterling, c'est bien cela ? Vous me semblez un peu confus. Léa est mon invité d'honneur. Christophe vacilla, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Votre invité, monsieur Vanguard ? Je vous assure que vous ne savez pas qui est cette femme. C'est mon ex-épouse. C'est une rédactrice freelance sans aucun patrimoine. Léa but une lente gorgée de son champagne millésimé. Christophe, toujours aussi confiant dans tes évaluations, dit-elle d'une voix de velours. Si tu veux bien nous excuser, Jean-Pierre et moi étions justement en train de discuter de l'acquisition de ces mines de terre rares en Scandinavie. Une acquisition, railla Christophe. Avec quel argent, Léa ? Avant qu'elle n'ait pu répondre, le directeur du palace fit irruption dans le salon, l'air paniqué. Il tapota une cuillère contre un verre pour réclamer l'attention de l'assistance. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Nous venons de recevoir une alerte météorologique d'urgence. Un blizzard hors saison d'une violence inouïe s'abat sur la vallée. L'aéroport de Chambéry-Savoie fermera toutes les opérations commerciales et charters standards dans 30 minutes en raison d'une visibilité quasi nulle. Les routes de montagne sont d'ores et déjà impraticables. Si vous ne disposez pas d'un aéronef qualifié pour des atterrissages aux instruments de catégorie 3, vous serez bloqué ici pour les 4 prochains jours. La panique explosa. Pour ces hommes et ces femmes dont le temps se chiffrait en millions par heure, être prisonnier des neiges de Courchevel pendant 4 jours tenait de la catastrophe. Christophe sentit son estomac se nouer violemment. Bernard de la Roche devait impérativement présider une assemblée générale critique des actionnaires dans le quartier d'affaires de la Défense. S'il manquait ce rendez-vous, la fusion colossale que Bernard orchestrait s'effondrerait, et la chance de Christophe d'obtenir un siège au conseil disparaîtrait à jamais. Christophe, hurla Inès en courant vers lui. Mon père est hors de lui. Notre compagnie de charter vient d'annuler. Le jet est cloué au sol à Genève. Tu dois régler cela immédiatement. Christophe sortit son téléphone, les mains tremblantes, appelant frénétiquement tous les courtiers en aviation privée de son répertoire. NetJet, VistaJet. Tous lui donnaient la même réponse cinglante, aucun appareil disponible. Et même s'il y en avait, il n'était pas autorisé à atterrir dans ces conditions de voile blanc imminent. Il lança un regard désespéré vers Léa.
Elle ne paniquait pas. Elle tapait calmement un unique message sur son téléphone. La scène à l'aéroport était un chaos absolu. Les SUV noirs et les Mercedes classe G formaient un embouteillage monstre devant le terminal de l'aviation d'affaires. Des milliardaires, des stars de cinéma et des requins de la finance hurlaient sur les hôtesses au bord de la crise de nerfs, brandissant des cartes infinies et offrant de tripler les tarifs habituels. Christophe faisait les 100 pas, transpirant à grosses gouttes à travers son cachemire. Bernard de la Roche, un homme d'une froideur terrifiante aux yeux bleus acier, était assis rigidement dans un fauteuil en cuir, fusillant Christophe du regard. « Je vous ai fait entrer dans ma famille, Sterling, parce que je vous croyais capable de résoudre des problèmes, gronda Bernard. En cet instant précis, vous avez l'air d'un handicap majeur. Je gère la situation, Bernard. Il me faut juste quelques minutes de plus, mentit Christophe, le cœur tambourinant dans sa poitrine. La vérité était que personne ne décollait. Le radar météorologique affichait un mur massif rouge et violet engloutissant les montagnes. La neige tombait déjà en rideaux épais et aveuglants. C'est alors que les lourdes portes vitrées du terminal coulissèrent. Léa fit son entrée, encadrée par Jean-Pierre Vanguard et deux colosses en costume sombre qui ressemblaient à s'y méprendre à une garde rapprochée de très haut niveau. Elle semblait d'une aisance souveraine, ignorant royalement l'énergie frénétique et désespérée qui saturait la pièce. Inès ricana avec mépris et marcha droit sur elle. « Regardez qui voilà. Ton autocar a été annulé, Léa ? Franchement, c'est pathétique que tu continues de suivre Christophe à la trace. » Léa ne daigna même pas poser les yeux sur Inès. Elle consulta sa montre Cartier, une pièce horlogère que Christophe remarqua instantanément, sachant pertinemment qu'il ne la lui avait jamais offerte. La tour de contrôle nous accorde une fenêtre de 10 minutes avant la fermeture totale et définitive, annonça l'un des agents de sécurité à Léa. Entendu, répondit-elle simplement. Christophe s'avança, son arrogance habituelle servant de masque à son désespoir. Léa, arrête tes jeux stupides. Comment comptes-tu t'enfuir d'ici ? Si Jean-Pierre te prend à son bord, dis-lui de nous accorder des sièges. Je lui paierai le double de ce qu'il demandera. Bernard de la Roche doit absolument être à Paris demain. Léa posa enfin son regard sur Christophe. Un sourire lent, glacial, se dessina sur ses lèvres. Jean-Pierre ne m'emmène nulle part, Christophe. C'est lui qui voyage avec moi. Et je crains que mon appareil ne soit pas assez spacieux pour accueillir votre ego. Soudain, un rugissement profond et assourdissant fit trembler les vitres du terminal. La foule d'élite bloquée se précipita vers les baies vitrées, scrutant le blizzard tourbillonnant. Descendant à travers les lourdes chutes de neige, défiant des conditions météorologiques jugées impossibles, apparaissait un aéronef d'une taille colossale. Ce n'était pas un simple jet léger ni un charter classique. C'était un Dassault Falcon 10X flambant neuf, le joyau absolu de l'aviation privée, d'une valeur frôlant les 75 millions d'euros. Sa silhouette aérodynamique fendait la lumière des pistes, les immenses réacteurs réduisant leur hurlement alors qu'ils touchaient le tarmac avec une précision chirurgicale. Le terminal plongea dans un silence de mort. Chacun savait pertinemment qu'un tel appareil n'appartenait pas simplement à un individu riche. Il appartenait à un empire. Christophe colla son visage contre la vitre, ses yeux s'écarquillant à la lecture de l'immatriculation sur l'empennage, F-Lib. Le directeur du terminal, qui repoussait agressivement les clients depuis une heure, traversa littéralement le hall au pas de course pour rejoindre Léa, s'inclinant avec un respect quasi religieux. « Madame de Beaumont. Le commandant Laurent a exécuté une approche parfaite. Ils sont prêts pour un embarquement immédiat à votre convenance. Le dégivrage a déjà été coordonné. »« Je vous remercie, » répondit chaleureusement Léa. Christophe sentit le sang quitter son visage. Ses genoux menacèrent de se dérober sous lui. « Madame de Beaumont, » balbutia-t-il, la gorge nouée. « Léa, qu'est-ce qui se passe ? À qui appartient cet avion ? » « Il est à moi, Christophe, » déclara Léa, sa voix résonnant dans le silence absolu du terminal. Inès poussa un hoquet aigu et étranglé. Bernard de la Roche se leva d'un bond, ses yeux rivés sur Léa, le visage soudainement frappé de stupeur. « De Beaumont, » murmura Bernard, blêmissant à vue d'œil. « Vous êtes Léa de Beaumont du consortium de Beaumont ?» Léa adressa un léger hochement de tête au vieil homme. « Ravi de vous revoir, Bernard. Cela fait quelques années depuis ce gala de charité à Monaco. » L'esprit de Christophe court-circuita. Le consortium de Beaumont.
C'était une institution historique de la vieille bourgeoisie française, un titan multimilliardaire de la logistique mondiale et du fret maritime. Il possédait des ports entiers, des flottes de navires cargo, et visiblement, des Dassault Falcon 10X. Non, bégaya Christophe en secouant frénétiquement la tête. Non, tu es rédactrice. Nous vivions dans un pavillon de banlieue à Saint-Cloud. C'est moi qui payais tes courses alimentaires. Si tu as vécu dans un pavillon à Saint-Cloud, c'est parce que je voulais voir si tu pouvais apprécier une vie normale, le corrigea Léa. Son ton était totalement dénué de la moindre malice, ce qui rendait la vérité encore plus cruelle. J'ai dissimulé la fortune de ma famille parce que je cherchais un partenaire, Christophe. Pas un parasite. Quand tu m'as tendu ce chèque de 50 000 € en m'expliquant que je n'étais pas à la hauteur de ta nouvelle condition sociale. J'ai compris que tu ne m'avais jamais aimé. Tu n'étais amoureux que de l'ascension sociale. Elle pivota vers les portes, que sa garde rapprochée lui ouvrait sur le froid mordant. Léa, attends, hurla Christophe, le désespoir lui griffant la gorge. Il jeta un coup d'œil à Bernard, qui le fusillait d'un regard mêlant un dégoût absolu à une rage destructrice. Si Christophe ne montait pas dans cet avion, sa vie était finie. Je t'en prie, emmène-nous. Nous sommes bloqués. Tu ne peux pas nous laisser ici. Léa s'arrêta sur le seuil, le vent chargé de neige fouettant son visage. Elle se retourna vers Christophe, puis posa les yeux sur Inès, qui frissonnait de froid et de rage. Je suis navré, Christophe, lança Léa, sa voix tranchant à travers le hurlement de la tempête. Mais comme vous l'avez si bien dit lors de la signature du divorce, ce ne sont que les affaires. Vous êtes un gentil garçon, Christophe, mais j'évolue désormais dans une toute autre sphère de la société. Sur ces mots glaçants, où le tutoiement avait cédé la place à un vouvoiement impitoyable, elle s'enfonça dans le blizzard, laissant Christophe Sterling regarder la seule femme qu'il eût jamais véritablement aimée s'envoler à bord d'un jet de 75 millions d'euros. Tandis que son propre empire de pacotille commençait à se réduire en cendres. Le grondement assourdissant des réacteurs du Dassault s'évanouit lentement, avalé par les vents hurlants de la tempête. À l'intérieur du terminal, le silence qui s'ensuivit fut lourd, suffocant et total. Pendant une minute interminable, pas un seul gérant de fonds, cadre supérieur ou milliardaire n'osa prononcer un mot. Tous venaient d'assister à une démonstration magistrale d'exercice du pouvoir, et l'odeur du kérosène qui flottait dans l'air glacial sonnait comme un sinistre avertissement. Christophe restait paralysé contre les baies vitrées, son souffle embuant le verre. Ses yeux, écarquillés, fixaient l'horizon blanc où le jet avait disparu. Son cerveau, d'ordinaire si prompt à calculer les moindres failles, était totalement vide. Il refusait de traiter la réalité vertigineuse de ce qui venait de se produire. Léa, la femme qui découpait des bons de réduction pour la lessive, cette femme qu'il rabaissait pour l'achat de café de marque distributeur, était l'héritière du consortium de Beaumont. Une bousculade violente contre son épaule brisa sa paralysie. Christophe tituba, se rattrapant de justesse au dossier d'un fauteuil, et fit volte-face pour affronter Bernard de la Roche. Le visage du magnate de l'immobilier n'était plus qu'un masque de fureur homicidaire. Les veines de son cou palpitaient contre le col de son pull en cachemire l'Europiana. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez d'accomplir, siffla Bernard d'une voix dangereusement basse, veillant à ce que la foule autour d'eux n'entende pas l'humiliation de son propre empire. Possédez-vous ne serait-ce qu'une fraction de l'intellect requis pour mesurer l'ampleur de votre stupidité abyssale, Sterling? Bernard, je vous en prie, balbutia Christophe en levant les mains dans un geste pacificateur. La sueur perlait sur son front malgré les courants d'air gelés du terminal. Je l'ignorais. Je vous le jure. Elle m'a tout caché. Nous vivions à Saint-Cloud. Elle conduisait une Volvo d'occasion vieille de 4 ans. Comment aurais-je pu deviner qu'elle était une de Beaumont? Parce que vous étiez son mari, espèce d'imbécile, rugit Bernard, abattant son poing sur le comptoir d'enregistrement, faisant sursauter l'employé terrorisé. Le consortium de Beaumont contrôle un tiers des routes maritimes transpacifiques. Il possède des terminaux portuaires en eau profonde à Rotterdam, Singapour et au Havre. Il pourrait racheter l'intégralité de mon portefeuille immobilier avec les fonds de roulement qu'ils gardent sur leur compte courant. Et vous l'avez répudiée pourquoi? Parce qu'elle ne portait pas assez de Chanel? Bernard laissa échapper un rire aboyant, dépourvu de la moindre once d'amusement. Je vous ai fait entrer dans ma famille parce que je voyais en vous un prédateur, Christophe. Je croyais que vous aviez l'instinct du tueur. Mais vous n'êtes pas un requin. Vous êtes un parasite minable, incapable de reconnaître le Léviathan qui dormait dans votre propre lit.
Inès, qui se tenait à quelques pas de là, le visage livide et le mascara légèrement coulé par la neige fondue, s'avança enfin. Elle fixa Christophe, mais l'adoration et la supériorité hautaine qui brillaient d'ordinaire dans son regard s'étaient évaporées. Elle le contemplait comme une vulgaire tache de boue sous sa semelle. « Inès, mon amour » supplia Christophe en tentant de lui saisir la main. « Nous pouvons arranger ça une fois rentrés à Paris. J'engagerai mes parts au cabinet. Je nous introduirai auprès de Jean-Pierre Vanguard. »« Je peux » Inès retira sa main d'un geste sec, comme s'il l'avait brûlée. Elle plongea la main dans son sac à main de créateur avec une précipitation saccadée. « La fusion de mon père est morte, Christophe. La réunion de la défense est prévue demain matin à la 1e heure, et nous sommes coincés dans cet enfer de glace. Cette fusion devait doubler la valeur nette du patrimoine des Delaroche. » Elle arracha de son doigt la bague de fiançailles ornée d'un diamant de 3 carats, ce même bijou pour lequel Christophe s'était lourdement endetté en utilisant ses futures primes d'associés comme garantie. Elle ne la lui rendit pas dans la main. Elle la laissa simplement tomber sur la moquette du terminal. « Ne me contactez plus jamais » cracha Inès d'une voix de glace. Elle tourna les talons, son père emboîtant le pas. Bernard s'interrompit une fraction de seconde, tournant le visage par-dessus son épaule. « Vous êtes fini chez Sterling, Dupont et Associés, Christophe. J'appellerai votre directeur associé dès que les antennes réseau seront rétablies. Considérez-vous comme chômeur. » Christophe tomba à genoux, les mains tremblantes, ramassant l'anneau de fiançailles rejeté. Autour de lui, les murmures enflèrent. La cour des miracles des ultra-riches, ayant assisté à l'implosion spectaculaire de la vie d'un homme, détourna le regard, retournant à ses propres tentatives désespérées de fuir la montagne. Christophe était soudainement, irrémédiablement seul. Ce qui suivit furent les 4 jours les plus longs de l'existence de Christophe Sterling. Courchevel, terrain de jeu habituel de l'excès et du luxe, s'était mué en une prison immaculée. La tempête fit rage sans relâche, déversant près d'1 mètre de neige sur la vallée. Puisque Bernard de la Roche avait immédiatement annulé la suite luxueuse de Christophe, et que sa carte de crédit Platinium était actuellement bloquée à cause du récent acompte versé pour son yacht. Christophe se vit contraint de marcher plus de 3 kilomètres dans le blizzard pour trouver refuge dans un motel miteux en périphérie. Sa chambre empestait le tabac froid et le détergent bon marché. Le radiateur soufflait bruyamment, repoussant à peine le froid glacial. Pendant 96 heures, Christophe resta assis sur un matelas déformé, portant son pull en cachemire désormais ruiné, regardant en boucle les chaînes d'information financière sur une petite télévision accrochée au mur. Le 2e jour, la nouvelle tomba. Les présentateurs de Bloomberg annoncèrent l'effondrement retentissant de la méga-fusion immobilière du groupe de La Roche. L'absence de Bernard à la réunion décisive avait semé un vent de panique au sein du conseil. Le cabinet adverse s'était retiré, invoquant un cruel manque de fiabilité. En l'espace de quelques heures, l'action du groupe chuta de 18%. Le 3e jour, le téléphone de Christophe capta enfin un faible signal. Il reçut un unique email automatisé du département des ressources humaines de Sterling, Dupont et Associés. C'était une notification de licenciement pour faute grave, citant un comportement préjudiciable aux relations clients. Ils exigeaient également le remboursement immédiat de l'avance qu'il avait perçue sur ses dividendes d'associés. Tandis que Christophe restait assis dans la pénombre à manger des biscuits secs d'un distributeur automatique, Léa de Beaumont évoluait dans un tout autre univers. Croisant à 45 000 pieds d'altitude, bien au-dessus des nuages violents qui recouvraient les massifs alpins, la cabine du Falcon 10X était un sanctuaire de sérénité absolue. L'air y était parfaitement pressurisé, l'éclairage ambiant imitant un doux crépuscule doré. Léa était confortablement installée dans un fauteuil en cuir crème, les jambes croisées. Face à elle, Jean-Pierre Vanguard dégustait un verre d'un rare bar Armagnac de 20 ans d'âge. Une hôtesse de l'air privé évoluait silencieusement dans la cabine, déposant une assiette de noix de Saint-Jacques poêlée et un risotto à la truffe noire sur la table en acajou qui les séparait. « Je dois l'admettre, Léa » gronda Jean-Pierre, son épais accent scandinave remplissant l'espace feutré. « J'ai rarement vu un homme s'auto-détruire de manière aussi spectaculaire que votre ex-époux vient de le faire. » C'en était presque poétique. Léa but une lente gorgée de son eau pétillante, l'expression du visage d'un calme olympien. Christophe a toujours été son propre pire ennemi, Jean-Pierre. Il était tellement obsédé par la mise en scène de la richesse qu'il en a totalement ignoré l'essence véritable. Mon grand-père répétait souvent que l'argent ferait vocifère. Mais que la vieille fortune murmure. Christophe hurlait si fort qu'il ne pouvait pas entendre la vérité.
Votre grand-père, Guillaume, était un visionnaire, nota Jean-Pierre en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Il serait immensément fier de vous aujourd'hui. Prendre les rênes du consortium de Beaumont n'est pas une mince affaire. Le conseil d'administration était frileux, compte tenu de votre absence prolongée de la scène publique. Mon absence était une condition sine qua non, répliqua Léa en reposant son verre. Quand grand-père a exigé dans son testament que je passe 5 années à vivre anonymement avec un revenu médian avant de pouvoir hériter des droits de vote. J'ai cru qu'il avait perdu l'esprit. Je pensais qu'il s'agissait d'une cruelle expérience sociologique. Mais il savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait que je comprenne la valeur de l'effort, la réalité de la survie financière. Et par-dessus tout il voulait s'assurer que je serais capable d'identifier un parasite. Elle regarda par le hublot, fixant l'étendue infinie du ciel azur. Elle n'éprouvait aucune haine envers Christophe, seulement un profond sentiment de soulagement. Le manteau suffocant et lourd qu'elle avait porté durant 5 ans venait enfin d'être retiré. À présent, reprit Léa, son ton passant harmonieusement de la réflexion intime à la froideur incisive des affaires, discutons de l'acquisition de Nordon Logistique. Si nous utilisons nos infrastructures portuaires de Copenhague comme levier, je suis convaincu que nous pouvons contraindre leur conseil à accepter une OPA hostile à 40 € l'action. Êtes-vous disposé à soutenir mon offensive avec les capitaux du groupe Vanguard? Jean-Pierre sourit, une lueur prédatrice dans le regard. Léa, ma chère. J'ai 80 millions d'euros de liquidités prêts à être transférés dès demain matin. Ouvrons la chasse. 6 mois plus tard, la chaleur étouffante et accablante d'un mois de juillet parisien frappait le bitume devant une tour vieillissante et sans envergure d'Aubervilliers, où Christophe Sterling passait désormais le plus clair de son temps. Sa chute avait été fulgurante, brutale, et dénuée de la moindre miséricorde. Sans le soutien prestigieux de Sterling, Dupont et associés, et avec l'odeur toxique de la vengeance de Bernard de la Roche qui le suivait à la trace dans toute l'industrie, Christophe avait été blacklisté par absolument tous les cabinets d'avocats d'affaires et fonds d'investissement de la place de Paris. Son yacht avait été saisi avant même qu'il n'ait pu le mettre à l'eau. Sa Rolex avait été revendue chez un prêteur sur gage du Marais pour couvrir le loyer d'un studio minuscule et mal aéré à Saint-Denis. Sa Porsche 911 s'était envolée, remplacée par un passe Navigo et une paire de chaussures Weston usées dont les semelles rendaient l'âme. Il avait fini par dégoter un poste d'analyste senior chez Bingham et Associés, une firme de seconde zone si désespérée de trouver de la main-d'œuvre qualifiée qu'elle avait fermé les yeux sur sa réputation désastreuse. C'était un purgatoire sinistre, baigné par la lumière agressive des néons. La moquette était d'un gris déprimant, le café du distributeur toujours brûlé, et son nouveau patron, un homme souffrant d'hypersudation nommé Grégory, le traitait comme un vulgaire stagiaire. Sterling, aboya Grégory en jetant un lourd dossier désorganisé sur le bureau exigu de Christophe. Des particules de poussière dansèrent sous la lumière artificielle. Il me faut les projections d'EBITDA sur le rachat d'Apex Logistique finalisé d'ici demain. Nous les représentons, et la société acheteuse joue franc jeu mais se montre coriace. Nous avons impérativement besoin de cette commission, Christophe. Si ce contrat capote, on licencie la moitié de l'étage. Ne foirez pas ça. Christophe fixa le dossier, la mâchoire serrée. Qui est l'acheteur, Grégory? Les documents préliminaires mentionnent seulement Horizon Bleu Investissement. C'est une société écran. Je me fiche de savoir si c'est le fantôme de Rothschild en personne, s'emporta Grégory en s'épongeant le front avec un mouchoir froissé. Ils ont les poches profondes, et ils veulent les entrepôts d'Apex situés sur la zone portuaire du Havre. Faites en sorte que les chiffres aient de la gueule. Nous les rencontrons à leur siège de l'avenue Hoche demain après-midi. Tandis que Christophe passait la nuit courbé sur un ordinateur portable capricieux, manipulant désespérément des tableurs Excel pour donner l'illusion de la rentabilité à une entreprise de fret à l'agonie, Léa de Beaumont se tenait sur le balcon de son bureau d'angle. Au 52e étage de la tour de Beaumont à la Défense. L'horizon parisien s'étendait à ses pieds, un royaume de verre et d'acier. Elle portait un tailleur gris anthracite signé Dior, les cheveux tirés en un chignon strict et professionnel. Elle avait consacré ces 6 derniers mois à l'expansion féroce du consortium de Beaumont, exécutant des acquisitions d'une brutalité géniale qui lui avait valu la couverture de Forbes France à 2 reprises. Le Figaro Économie la surnommait désormais « la dame de fer de la logistique ».
Son assistante de direction, une jeune femme brillante nommée Céline, la rejoignit sur le balcon, une tablette numérique à la main. Madame de Beaumont, le conseil a validé l'allocation des fonds pour la filiale Horizon Bleu, rapporta Céline d'une voix fluide. L'acquisition d'Apex Logistique a reçu le feu vert. Toutefois, la cellule d'évaluation persiste à penser que nous surpayons un transporteur régional au bord de la faillite, même en prenant en compte la valeur stratégique des baux du port du Havre. Léa pivota sur elle-même, le vent s'engouffrant dans les revers de sa veste. Un sourire froid et purement calculateur étira ses lèvres. Nous ne surpayons rien, Céline. Nous achetons un moyen de pression. Apex croule sous les dettes, et le cabinet qui les représente ne tient plus qu'à un fil. Nous allons entrer dans cette salle de réunion demain, tailler leurs projections financières en pièces et racheter les baux du Havre pour une bouchée de pain. Le département juridique a-t-il confirmé l'identité du représentant des vendeurs? Céline consulta son écran. Oui, madame. Il s'agit d'un analyste senior de chez Bingham et Associés. Un certain monsieur Christophe Sterling. Le sourire de Léa ne faiblit pas une seconde. Parfait. Assurez-vous que la salle du conseil soit prête. Servez uniquement de l'eau glacée et du café noir. Et faites baisser la température de la pièce à 17 degrés. Le lendemain après-midi, Christophe pénétra dans le majestueux hall habillé de marbre de l'immeuble situé avenue Hoche. Son costume, autrefois taillé sur mesure, flottait légèrement sur sa carrure. Il avait perdu 7 kilos à cause du stress engendré par ses dettes colossales. Ses mains étaient moites alors qu'il montait dans l'ascenseur privé menant au dernier étage, son patron Grégory transpirant abondamment à ses côtés. « Écoutez-moi bien, Christophe », marmonna Grégory en arpentant la longueur de l'immense salle de conseil aux parois de verre. « Horizon Bleu Investissement, peu importe qui ils sont surcapitalisés. Tenez-vous au script. Mettez l'accent sur la valeur à long terme des chaînes d'approvisionnement du Havre. Ne leur laissez surtout pas deviner qu'Apex est à 3 semaines du dépôt de bilan. » Christophe hocha la tête, connectant son ordinateur au système de projection. Il mit de l'ordre dans ses notes, prenant une profonde inspiration pour calmer les battements erratiques de son cœur. Cette commission était son unique échappatoire. S'il réussissait cette vente, il pourrait apurer ses arriérés auprès du Trésor public, qui menaçait de saisir le peu de salaire qu'il touchait. À l'heure convenue, les lourdes doubles portes en acajou de la salle se déverrouillèrent avec un cliquetis sec. Christophe leva les yeux, arborant son sourire le plus confiant et charmeur. « Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir », les mots moururent dans sa gorge, l'étouffant comme une poignée de cendres. En tête d'une phalange d'avocats d'affaires et de directeurs financiers de haut vol, s'avançait Léa. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui lui préparait ses déjeuners, et elle n'était même plus la femme qu'il avait aperçue à Courchevel. Elle ressemblait à une conquérante. Grégory s'avança immédiatement, totalement aveugle à l'incapacité soudaine de Christophe de respirer. « Madame de Beaumont, n'est-ce pas? Je suis Grégory Bingham. Nous sommes ravis de rencontrer l'équipe dirigeante d'Horizon Bleu. Horizon Bleu est une filiale du consortium de Beaumont, Monsieur Bingham, déclara Léa d'une voix qui résonnait d'une autorité implacable. Elle ne lui tendit pas la main. Elle prit simplement place à la tête de l'immense table en obsidienne, son armada d'avocats l'encadrant tel des gardes prétoriens. Léa posa enfin son regard sur Christophe. Ses yeux étaient expurgés de la moindre once d'histoire personnelle. On n'y lisait ni colère, ni vengeance, ni la moindre trace de chaleur humaine. Elle le fixait comme un faucon observe un rongeur égaré. « Monsieur Sterling », dit Léa d'un ton monocorde. « J'ose espérer que vous avez préparé les projections d'EBITDA. » Christophe sentit la pièce tournoyer autour de lui. La climatisation réglée sur 17 degrés lui parut soudainement digne d'un souffle polaire. « Léa, vous êtes Horizon Bleu ? Madame de Beaumont vous accordera la parole lorsqu'elle le jugera opportun, Monsieur Sterling, claqua l'un des avocats associés en foudroyant Christophe du regard. Tout va bien, David, fit Léa en levant une main élégante, réduisant instantanément son avocat au silence. Monsieur Sterling et moi-même avons déjà eu l'occasion de croiser nos routes, mais nous sommes ici aujourd'hui pour débattre de la situation financière catastrophique d'Apex Logistique.
Je vous en prie, commencez votre présentation. Durant 20 minutes d'une agonie absolue, Christophe trébucha à travers son argumentaire soigneusement répété. Sa voix se brisait. Ses mains tremblaient avec une telle violence qu'il laissa tomber son pointeur laser. À chaque fois qu'il tentait de mettre en exergue une métrique positive, Léa intervenait, disséquant ses arguments avec la précision d'un scalpel chirurgical. Votre croissance projetée sur le Grand Ouest présume une réduction de 20% des coûts de carburant, ce qui est une fiction pure et simple compte tenu des embargos actuels de l'OPEP, l'interrompit Léa, sans même jeter un regard à ses diapositives. Les yeux rivés sur un dossier posé devant elle. De plus, vous avez opportunément omis d'intégrer les amendes en cours de la drille concernant les terrains du Havre, dû à une contamination des sols datant de 2021. Des amendes qui s'élèvent à près de 3,2 millions d'euros. Le cabinet Bingham et Associés a-t-il pour coutume de dissimuler des passifs environnementaux fédéraux à de potentiels acquéreurs, Monsieur Sterling? Grégory devint livide, dévisageant Christophe avec horreur. Des amendes de la drille? Christophe, de quoi parle-t-elle? Christophe déglutit avec difficulté, son col de chemise se refermant sur sa gorge tel un nœud coulant. Les amendes font actuellement l'objet d'un recours, Grégory. Ce n'est qu'un obstacle administratif mineur. C'est un passif mortel, corrigea froidement Léa. Elle referma le dossier et se pencha en avant, croisant les mains. Sa montre étincela sous les plafonniers. Voici la réalité de la situation, messieurs. Apex Logistics saigne à blanc. Ils feront défaut sur leurs créances bancaires le 14 du mois prochain. Votre cabinet, Monsieur Bingham, est dans une détresse financière équivalente. Léa fit un signe de tête à Céline, qui remit 2 épaisses enveloppes au format légal à Grégory et Christophe. Le consortium de Beaumont est disposé à faire l'acquisition d'Apex Logistics pour 40 centimes pour 1 euro de valeur, annonça Léa, son ton n'autorisant pas la moindre virgule de négociation. Nous assumerons le passif environnemental et rachèterons les baux du Havre. En contrepartie, l'actuel comité de direction d'Apex sera licencié avec effet immédiat et sans indemnité. Grégory se rua sur l'enveloppe, ses yeux balayant la feuille de conditions. 40 centimes, Madame de Beaumont. C'est un vol qualifié. Apex ne pourra même pas couvrir l'encours de ses dettes avec cette valorisation et notre commission ne paiera même pas les heures facturables que nous avons englouties sur ce dossier. Dans ce cas, je vous suggère de conseiller à votre client de se placer sous la protection du tribunal de commerce, trancha Léa en se levant. La réunion était terminée. Car si vous rejetez cette offre, le consortium de Beaumont cassera drastiquement les prix du fret sur le secteur nord-ouest de 40%. Nous opérerons à perte pendant très exactement 3 semaines. C'est le temps précis qu'il faudra pour précipiter la liquidation judiciaire d'Apex Logistics. Ensuite, je rachèterai leurs actifs au tribunal de commerce pour 20 centimes l'euro. Elle regarda directement Christophe, qui fixait le contrat de cession avec un désespoir indicible. Ce n'était pas seulement une défaite. C'était une exécution financière en place publique. Cependant, ajouta Léa, marquant une pause près de la double porte. La trace infime d'un sourire effleura enfin ses lèvres. Il reste un dernier point à aborder, Monsieur Sterling. Une affaire personnelle. Christophe releva la tête, une lueur de soulagement pathétique brillant dans ses yeux. Peut-être allait-elle faire preuve de miséricorde. Peut-être se souvenait-elle des premiers jours de leur mariage. Il me semble que vous avez dissimulé environ 2,4 millions d'euros d'actifs matrimoniaux au travers d'une myriade de trusts offshore situés aux îles Caïmans durant notre procédure de divorce, lâcha Léa avec une fluidité mortelle. La salle entière fut plongée dans un mutisme absolu. Grégory étouffa un cri, reculant loin de Christophe comme si ce dernier était radioactif. Le visage de Christophe se vida de tout son sang. Comment pouvez-vous être au courant de cela? Parce que, répondit Léa, sa voix résonnant tel le glas dans l'immense pièce, la banque privée londonienne qui gérait vos trusts a récemment été rachetée par le groupe Vanguard de Stockholm. Jean-Pierre Vanguard est un ami intime et un partenaire d'affaires. Lors de leur audit interne, ils ont détecté des irrégularités massives et des soupçons de fraude fiscale émanant de vos comptes. Elle ouvrit la porte, s'avançant dans le couloir de marbre.
Elle lui jeta un tout dernier regard, délivrant le coup de grâce définitif. Jean-Pierre a gelé vos actifs ce matin, Christophe. L'autorité des marchés financiers et la brigade financière ont été saisis. J'ai cru comprendre qu'ils étaient particulièrement méticuleux. Bon courage pour votre retour en RER vers Saint-Denis. Gregory Bingham n'attendit même pas que les portes de l'ascenseur privé se referment totalement sur le 52e étage de la tour de Beaumont pour congédier Christophe. Le licenciement ne fut pas prononcé avec les formalités corporatives auxquelles Christophe était habitué. Ce fut une expulsion haletante et paniquée. Le visage de Grégory luisait d'une sueur terrorisée tandis qu'il enfonçait un doigt boudiné dans le torse de Christophe, sa voix ricochant contre les panneaux de bois précieux de la cabine. « Vous êtes un poison mortel, Sterling », cracha Grégory, la poitrine soulevée par une respiration erratique. « J'ignore à quel jeu suicidaire vous vous adonniez avec le consortium de Beaumont, mais le cabinet Bingham ne servira pas de dommage collatéral. Votre contrat de travail est résilié, à la seconde même. Si vous remettez les pieds près de mon bureau, je vous fais arrêter pour intrusion. Et si l'AMF vient fouiner, je leur livre votre disque dur sur un plateau d'argent. » Christophe fut incapable de formuler la moindre réponse. La descente de l'ascenseur ressemblait à une chute libre physique, son estomac remontant cruellement dans sa gorge. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall de l'avenue Hoche, Grégory le bouscula violemment, laissant Christophe tituber seul sur le trottoir brûlant de la capitale. Mais la menace de Grégory concernant les autorités financières arrivait bien trop tard. Le piège que Léa avait méticuleusement tissé, déclenché par les auditeurs légaux du groupe Vanguard à Stockholm, s'était déjà refermé avec une efficacité destructrice. Lorsque Christophe eut enfin bravé l'heure épuisante de trajet dans le RER B jusqu'à son minuscule studio de Saint-Denis, il découvrit la porte de son appartement dégondé. À l'intérieur, son misérable espace de vie grouillait d'agents de l'État. Des hommes et des femmes portant des brassards de la police judiciaire et de la brigade financière démantelaient méthodiquement son existence. Il mettait sous scellé son ordinateur portable, ses disques durs externes, et le moindre morceau de papier qu'il parvenait à trouver. Un officier de police de grande taille, le visage fermé, s'avança en exhibant sa carte professionnelle. « Christophe Sterling, vous êtes placé en état d'arrestation sur commission rogatoire délivrée par le parquet national financier. Vous êtes accusé de 3 chefs d'inculpation pour fraude fiscale, de 2 chefs pour blanchiment d'argent en bande organisée, et de parjure suite à la dissimulation frauduleuse d'actifs sous serment. » Les genoux de Christophe cédèrent. 2 agents le rattrapèrent par les bras avant qu'il ne heurte le lino poisseux, le remettant brutalement sur ses pieds et resserrant de lourdes menottes en acier autour de ses poignets. Le métal froid lui cisaillant la peau fut la preuve ultime, indéniable, que l'illusion de son intouchabilité était morte et enterrée. Les 7 mois qui suivirent furent une lente descente dans une forme d'enfer extrêmement spécialisée. Puisque Jean-Pierre Vanguard avait gelé les fiducies des Caïmans et que l'administration fiscale avait mis la main sur le peu d'épargne locale qui lui restait, Christophe fut réduit à l'indigence absolue. L'homme qui passait son temps à mépriser les avocats commis d'office au bar du country club était désormais totalement à la merci de l'un d'entre eux. Un homme épuisé, surmené, nommé David Klein, qui transportait ses dossiers dans une mallette en toile usée et qui observait Christophe avec un mépris qu'il prenait à peine la peine de dissimuler. Le procès se tint en plein cœur de l'hiver au palais de justice des Batignolles, à Paris. L'architecture moderniste écrasante du tribunal, avec ses atriums de verre vertigineux, semblait être un monument érigé à la gloire de la ruine imminente de Christophe. À l'intérieur de la salle d'audience de la chambre correctionnelle spécialisée, l'atmosphère était étouffante. Les bancs en chaîne du public étaient saturés de journalistes économiques des Échos, du Figaro et de Bloomberg. L'effondrement de l'ancien prodige du capital risque, couplé à l'ombre invisible et toute puissante du consortium de Beaumont tirant les ficelles, avait transformé l'affaire en un véritable cirque médiatique. Christophe était assis à la table de la défense, la posture brisée. Il portait un costume en polyester bas de gamme mal coupé, que David Klein lui avait déniché dans une association caritative. Le tissu le démangeait et le col l'étranglait, rappel constant et humiliant de sa déchéance, bien loin de la soie italienne et de la demi-mesure. Le réquisitoire de l'accusation fut une leçon magistrale de destruction.
La procureure de la République adjointe, une femme au regard d'aigle nommée Sarah Jenkins, démonta pièce par pièce le labyrinthe financier complexe que Christophe avait élaboré pour cacher ses 2,4 millions à Léa pendant le divorce. Elle diffusa les preuves documentaires fournies par les enquêteurs internationaux, projetant les virements bancaires offshore et les déclarations d'impôts falsifiées sur les écrans géants de la Cour. Mais le véritable coup de grâce, le moment qui pulvérisa définitivement l'âme de Christophe, survint au 3e jour d'audience. Le ministère public appelle Inès de la Roche à la barre, annonça la procureure. Un brouhaha sourd parcourut l'assistance. Christophe releva brusquement la tête, son cœur battant à tout rompre comme un oiseau pris au piège. Les lourdes portes de la salle s'ouvrirent, et Inès s'avança. Elle était drapée dans un manteau noir Saint-Laurent, son visage figé dans un masque de froideur hautaine et inatteignable. Elle ne jeta pas le moindre regard à Christophe en remontant l'allée centrale pour prêter serment devant les magistrats. Sous serment, Inès délivra le coup fatal. Afin de garantir l'immunité de son père, Bernard de la Roche, qui avait involontairement fourni les contacts bancaires permettant de créer les sociétés écrans, Inès avait négocié un accord avec le parquet. Avec une précision clinique, Inès rapporta les conversations intimes tenues dans leur villa du Cap Ferret, où Christophe se vantait ouvertement d'avoir escroqué son ex-femme sans envergure. Elle témoigna de ses confessions arrogantes, détaillant précisément comment il avait manipulé les répartitions de dividendes du cabinet Sterling, Dupont et Associés pour paraître insolvable sur le papier tout en siphonnant des millions vers les paradis fiscaux. Il considérait cela comme un jeu amusant, déclara Inès dans le microphone, sa voix réverbérant contre les hauts plafonds acoustiques de la salle. Elle tourna enfin son regard vers Christophe, ses yeux totalement vidés de cet amour qu'elle prétendait jadis lui porter. Il me disait que Léa était bien trop stupide pour comprendre quoi que ce soit à la gestion de patrimoine complexe. Il affirmait que cacher cet argent avait été la chose la plus facile de sa vie. Christophe enfouit son visage dans ses mains. Il ne pouvait plus supporter de l'entendre. Les murs de la cour d'assises se refermaient sur lui, les boiseries en acajou l'étouffant comme le couvercle d'un cercueil que l'on cloue. Il s'était toujours cru l'homme le plus intelligent de toutes les pièces où il pénétrait. Il n'était plus qu'une proie, dépecée vive et laissée pour morte sur la barre d'un tribunal. Le délibéré des juges du tribunal correctionnel ne prit que 2h45, un délai atrocement court pour un dossier complexe de fraude financière internationale impliquant des trusts offshore. Un verdict rendu avec une telle célérité ne signifiait qu'une seule chose. Les magistrats n'avaient pas cru un seul traître mot de la défense. Lorsque les juges et assesseurs firent leur retour dans la salle d'audience, un silence de plomb, terrifiant, s'abattit. Les bancs du public grincèrent sous le poids des journalistes qui se penchaient en avant, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs carnets. Christophe restait figé aux côtés de son avocat, David Klein. Christophe était trempé d'une sueur froide. Son costume de mauvaise qualité collait à sa peau, symbole avilissant de la perte de son éclat d'antan. Ses mains tremblaient frénétiquement sous la table. Le président de la Cour, le juge Thomas Sullivan, un homme redouté dans toute la capitale pour sa politique de tolérance zéro absolue envers la délinquance en col blanc, se pencha au-dessus de son pupitre surélevé. Son regard cloua Christophe sur place, tel un spécimen biologique sous la lame d'un microscope. « Monsieur Sterling, je vous invite à vous lever pour la lecture du jugement, » ordonna le juge. Les jambes de Christophe pesaient des tonnes, mais Klein le souleva par le coude pour le forcer à se tenir droit. En 22 ans d'exercice dans la justice financière, commença le juge Sullivan, sa voix transpirant un dégoût viscéral. J'ai rarement eu affaire à un prévenu incarnant de façon si parfaite les travers les plus sombres et prédateurs de l'avidité décomplexée. Vous n'avez pas commis un crime par nécessité. Monsieur Sterling. Vous avez commis un délit mu par un narcissisme et un sentiment de toute puissance effarant. Vous avez manipulé l'institution judiciaire. Vous avez activement spolié votre épouse. Et vous avez traité le Code général des impôts comme une vulgaire contrariété indigne de votre caste. Vous pensiez que vos diplômes prestigieux et vos cercles d'influence vous plaçaient au-dessus de la loi. Le juge marqua une pause, laissant le silence s'étirer cruellement pour s'assurer que chaque mot pénétrait les chairs à vif de l'ego de Christophe. Vous avez bâti une existence entière sur une fondation de mensonges, alimentée par un besoin pathologique de projeter un train de vie que vous ne pouviez pas légalement assumer,
poursuivit le magistrat. En conséquence, ce tribunal vous condamne à une peine d'incarcération de 84 mois, assortie d'un mandat de dépôt. En outre, vous êtes condamné à la réparation intégrale du préjudice, et l'ensemble des actifs localisés aux îles Caïmans sera saisi par l'État. Vous êtes ruiné? Monsieur Sterling. L'audience est levée. 84 mois. 7 ans. Alors que le bruit assourdissant du marteau scellait sa destruction, Christophe tourna lentement, douloureusement, la tête vers le fond de la salle. Il avait besoin de la voir. Il devait voir la réaction de Léa. Elle était assise sur le tout dernier banc, encadrée par les silhouettes massives et immobiles de sa sécurité privée. Léa était vêtue d'un majestueux manteau en cachemire loropiana d'un bleu nuit profond. Sa posture était irréprochable. Pourtant, il n'y avait aucun sourire de triomphe sur ses lèvres. Il n'y avait aucune lueur de vengeance dans ses pupilles. Elle l'observait simplement avec l'intérêt clinique, distancié et froid d'une directrice générale consultant un rapport de liquidation trimestrielle clôturé. Ce fut cette absence totale et absolue de la moindre émotion qui acheva de briser l'esprit de Christophe. Si elle avait été en colère, si elle avait jubilé, cela aurait signifié qu'il comptait encore pour elle. Mais pour Léa de Beaumont, il n'était pas une tragédie. Il n'était même plus un adversaire vaincu. Il était purement et simplement un actif toxique qui avait fait l'objet d'un audit, qui avait été amorti, et qui était désormais définitivement rayé des livres de comptes. Les officiers de police encadrèrent immédiatement Christophe, lui broyant les biceps tandis qu'il verrouillait les lourdes menottes en acier dans un cliquetis sinistre. Christophe regarda en arrière une ultime fois, mais Léa s'était déjà évaporée, franchissant discrètement les grandes portes de chêne. Elle avait un empire à gouverner. 6 mois plus tard, les vents alpins glaçants fouettaient violemment les immenses baies vitrées renforcées du palais des congrès de Davos. Le Forum économique mondial battait son plein dans une frénésie absolue, servant de point de ralliement suprême aux chefs d'État, présidents de banques centrales et titans de l'industrie les plus puissants de la planète. Léa de Beaumont se tenait au centre névralgique du grand pavillon, dominant l'assistance avec une prestance terrifiante de naturel. Elle était entourée d'un cercle restreint et ultra-exclusif comprenant le ministre français de l'économie, le PDG de BlackRock et Jean-Pierre Vanguard. Elle n'était plus simplement la mystérieuse héritière d'une fortune maritime. Elle était l'incontestable et inflexible architecte de sa nouvelle expansion agressive. Sous sa poigne de fer, le consortium de Beaumont avait orchestré les rachats hostiles de 3 grands concurrents, s'assurant un monopole absolu et indestructible sur les routes d'approvisionnement transpacifiques. Les droits de douane imminents sur le détroit de Malacca vont créer des frictions sévères pour les transporteurs traditionnels, fit doucement remarquer Léa, prenant une lente gorgée de Dom Pérignon millésimé. Mais la friction n'est qu'une simple opportunité pour ceux qui sont suffisamment capitalisés pour absorber l'onde de choc. Le consortium exploite d'ores et déjà ces nouvelles infrastructures portuaires du Havre et de Rotterdam pour contourner purement et simplement ce goulot d'étranglement. Nous ne redoutons pas la tempête. Messieurs, nous sommes propriétaires des parapluies. Les hommes autour d'elle hochèrent la tête dans un assentiment profondément respectueux, totalement captivés par son intelligence stratégique. Alors que la conversation de haut vol glissait vers les taux d'intérêt des obligations européennes, Léa s'éclipsa un court instant, s'approchant du périmètre de la salle pour contempler les sommets vierges et enneigés. Le paysage de glace réveilla le souvenir fugace du tarmac savoyard, l'instant exact où elle avait choisi de cesser de se cacher pour enfin déchaîner son pouvoir. Elle eut un sourire imperceptible, consultant sa montre. À Paris, la fondation de Beaumont, qu'elle avait personnellement dotée de 50 millions d'euros de son propre capital, lançait officiellement son initiative majeure. Cette fondation avait pour mission de déployer des armées de juristes fiscalistes et d'avocats d'affaires d'élite, spécifiquement dédiés à l'assistance des femmes piégées dans des mariages financièrement abusifs, garantissant que les fortunes dissimulées soient traînées dans la lumière. C'était sa façon à elle de s'assurer que les hommes qui construisaient leur ego de verre sur la soumission imposée de leurs épouses feraient face à une justice absolue et inéluctable. À des milliers de kilomètres de là, dans une cellule exiguë au mur de parpaing brut du centre pénitentiaire de Fresnes, Christophe Sterling était assis sur un fin matelas difforme.
Il portait l'uniforme carcéral réglementaire et raide, ingurgitant un pain de viande industrielle et insipide dans une barquette en plastique rayé. Il n'était plus investisseur en capital risque. Il était le détenu numéro 84992-054. L'intégralité de son univers se résumait désormais au grillage métallique de la cour de promenade. Ses grandes et arrogantes ambitions n'étaient plus que des cendres amères. L'ascension fulgurante de Léa de Beaumont et la chute dévastatrice de Christophe Sterling résonnent comme un témoignage glaçant sur les périls de l'arrogance aveugle et de la force sourde, inébranlable, du pouvoir véritable. Christophe avait bâti un royaume fragile sur des fondations de sable, privilégiant la performance superficielle de la richesse au détriment de l'intégrité, de la loyauté et du véritable partenariat amoureux. Il avait jeté aux ordures une femme qu'il jugeait insignifiante, totalement aveugle au léviathan assoupi qu'elle était en réalité. À la fin, son ego démesuré fut l'unique architecte de son annihilation méticuleuse et totale. Léa, à l'inverse, n'avait jamais eu besoin d'une couronne pour savoir qu'elle était reine. Elle brandit son immense influence non pas comme l'arme d'une vengeance mesquine, mais comme l'instrument d'une justice pure et intransigeante. L'existence possède une manière profondément poétique de rééquilibrer les balances, prouvant au monde que ceux qui transforment leur complexe de supériorité en armes de destruction finissent inéluctablement broyés sous le poids écrasant de leurs propres et pathétiques illusions.